Kapopodiwa Manoa est le premier pygmée congolais à avoir mis le pied à l'université. C'était avec le concours des missionnaires protestants et catholiques, une accession qui a donné un coup de pouce au destin des peuples autochtones pygmées. Statut de leader, reçu en héritage de la cour royale de Bamila dans le sud Kivu, où son grand-père travaillait pour l'intronisation des chefs appelés Mwami. Aujourd'hui licencié en sciences commerciales et financières, ainsi qu'expert en développement, Kapopodiwa mène des plaidoyers pour l'amélioration de la cause des pygmées qui passe par la reconnaissance de leurs droits et dignités. Considéré à l'époque comme le frère des singes, ce défenseur des droits des peuples autochtones pygmées a su relever le défi quand il a été choisi comme échantillon pour expérimentation de la capacité intellectuelle de pygmées. Un parcours qui n'a pas été facile pour cet expert détaché tout petit de sa famille, enfermé dans un pensionnat religieux pour des études dont le goût est venu après plusieurs fuites. Façonné à défendre son peuple, il a fait ressusciter la conscience pygmée. Pour y parvenir, Kapopo a procédé à la création de structures telles que le Programme intégré de développement en 1991, une première structure des pygmées en RDC. 9 ans après, il met en place la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo, une structure qui réunit 32 associations. Le réseau des peuples autochtones d'Afrique centrale, lui, a vu le jour en 2006. Coordonnateur du Repaléac, Kapopo a été assistant représentant les Ayora au CPGL de 1988 à 1990. Né en 1957, Kapopodiwa incarne le modèle et une lueur d'espoir pour les pygmées. Monsieur Kapopodiwa, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Vous revenez du Nord Katanga, vous avez fait partie de cette délégation gouvernementale qui a fait le déplacement pour le district de Tanganyika et essayer de s'enquérir de la situation inquiétante, préoccupante entre Pygmées et Bantous. Que s'est-il passé réellement? Oui, merci beaucoup, Bibiche. On a effectué un voyage, une mission improvisée, comme man militaire, pour aller voir, s'enquérir sur la situation entre les Pygmées et les Bantous. Et là, la situation est vraiment inquiétante, surtout de la part des Pygmées. Nous avons rencontré des Pygmées qui sont devenus des déplacés internes dans leur propre pays. Et dans leur propre, ils ont abandonné leur village, d'autres ont abandonné donc tous leurs biens. Et ce sont aujourd'hui les deux sites là où nous avons visité. Les Pygmées se trouvent maintenant dans des écoles. D'ailleurs, je commence à regretter d'ici, dans 2 semaines, il y aura la rentrée scolaire. Quel sera maintenant le sort de ces autochtones qui sont maintenant des déplacés internes et qui occupent maintenant les classes les salles de classe. C'est quoi le nœud du problème? Le nœud du problème se situe à 2 niveaux. Premier niveau, c'est l'incompréhension entre les 2 communautés qui auparavant vivaient ensemble. Maintenant, avec l'incompréhension qui est partie d'où? Qui est partie de cette autodétermination vis-à-vis des Pygmées, qui se disent que nous sommes maintenant, nous aussi, nous sommes des citoyens à part entière et nous ne devons plus être soumis à tout ce que vous nous dites, le travail forcé, et donc la rétribution de biens. Et puis, si je fais la chasse, je dis mon gibier, c'est le gibier à moi. Ce n'est plus pour aller donner aux chefs coutumiers, même les travaux champêtres, même. Et c'est là, ça fait partie des problèmes. Deuxième des problèmes, c'est la proposition de loi. Dans certains de nos animateurs, avec l'incompréhension, vous voyez ce qui est là, que les autochtones, les chefs des villages n'ont pas vraiment digéré ça, parce que les autochtones ont dit maintenant, nous avons notre propre loi, nous ne serons plus soumis à vous, et demain nous allons vous remplacer, parce que vous nous avez dirigé pendant un certain moment, mais comme la loi est là maintenant, ça nous donne aussi droit
à la terre, droit aux ressources. Et cela a commencé à dégénérer, vu que cette cassure entre des relations entre maître et sujet. Voilà comment les choses ont eu l'ascenseur. Et c'est ainsi que les autres ont dit, bon, voici, comme si c'est comme ça, allez chercher là où vous allez maintenant habiter, mais pas dans nos villages, pas dans notre groupement. Voilà, et c'est ainsi que les choses ont dégénéré. Et pas de manière précipitée de la part des pygmées? Non, madame, vous savez que les pygmées, nous sommes, si on revendiquait nos droits depuis lors, si nous étions violents, comme d'autres tribus de la RDC, aujourd'hui nous ne devrions pas être dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que c'est nous qui investissons le chef coutumier, c'est nous, vous avez étudié, nous sommes le premier habitant de la RDC, mais dans toute l'histoire, les dégâts qu'a commis la RDC, et jamais vous ne trouverez aucun chef, aucun milice autochtone, aucun, comme chef de milice. Cela témoigne réellement que pour nous, ce n'est pas notre habitude, ce n'est pas notre culture de verser le sang, ce n'est pas dans nous. Nous avons l'habitude de verser le sang des gibiers, donc des animaux sauvages, mais pas des humains. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est pour cela que les pygmées se sont déplacés. Quand il y avait maintenant menace, il y avait maintenant des groupes de milices, donc des Bantous qu'on appelle les Zolé, qui s'organisent. Même ceux qui me suivent aujourd'hui dans la délégation, on nous a présenté des éléments qu'on appelle des éléments, donc ce sont des groupes armés, des Bantous, quand nous étions à Manon avec son Excellence, Monsieur le ministre. Donc, les gens qui sont là, furieux, jusqu'à ce que j'apprécie même la méthodologie de son Excellence, Monsieur le gouverneur Moïse Katumbi, qui a prouvé les gens pour dire, quelle est la différence entre vous, le milice qu'on appelle les éléments, et les peuples autochtones qui étaient présents là-bas. Quelle est la différence entre ces milices-là et moi? Parce qu'il a fait même une démonstration. Et ces gens-là, ils étaient totalement furieux. Ils disent, nous n'acceptons pas de vivre avec les pygmées. Voilà. Ils ont toujours vécu ensemble, mais qu'est-ce qui a fait à ce que la situation puisse encore dégénérer? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que... ça, c'était connu, qu'avant, c'était comme ça. Même il y avait des témoignages, parce que quand nous sommes arrivés à Ankoro, son Excellence, avec toute l'équipe, toute la délégation, on a invité le chef coutumier pour qu'il puisse se justifier, on a invité la société civile, on a invité le conseil de sécurité du territoire, oui, pour venir justifier ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, il y a les mémoires de la société civile qui a démontré réellement comment on a tué les peuples autochtones. 25. On a parlé des tueries, donc il y avait des morts du côté bantou, il y avait aussi des morts du côté pygmée, pas seulement du côté pygmée, mais à vous entendre parler, vous vous penchez plus du côté pygmée que du côté bantou. Mais je pense que personne qui va me contredire parmi les membres de la délégation. Les mémoires de la société civile n'est pas la société civile des peuples autochtones. La société civile, c'est la société civile de toute la population. Toutes tendances confondues. Mais dans le mémoire de la société civile, ils n'ont pas fait même signe qu'il n'y a aucun Bantou qui a été tué. Aucun. Nous avons suivi sur la RTNC, où on nous a parlé des déplacés. Il y avait plus ou moins 5 000 déplacés du côté pygmée et 1000 du côté Bantou. Donc vous ne confirmez pas cette information ou vous n'étiez pas informé? Non, c'était peut-être... je peux dire peut-être celui qui a présenté malentendu du rapport. Parce qu'on n'a pas trouvé aucun site là où il y a le déplacé Bantou. Aucun site. Aucun. Et c'est là qui était même ma préoccupation. Je suis parti là-bas parce qu'il y avait tendance pour dire que les peuples autochtones aussi avaient attaqué les Bantous. Même le nœud des problèmes qu'on disait de viols là, que les pygmées sont allés violer les femmes de Bantous. C'était le contraire. C'était le contraire. On a même cité ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... Alors vous dites qu'ils sont menacés par les Bantous, ils sont tués par les Bantous, mais ils se sont réfugiés à Kabalo. À Kabalo, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je dirais, compte tenu de mon constat, la population Bantou de Kabalo, c'est une population qui a vraiment une hospitalité. Parce que tous ceux qui sont à Kabalo
ne sont pas des origines de Kabalo. Non. Sont venus d'ailleurs. Et c'est la population bantou qui a accueilli ces pygmées qui se trouvaient à Kabalo. Qui est le contraire avec, dans les Manono. Alors nous n'allons pas nous éterniser sur des conflits. Le ministre de l'Intérieur est descendu, vous avez fait partie de la suite. Alors dites-nous les conclusions qui ont découlé de cette mission. Et les conclusions, parce que vraiment vous voyez que, comme chez nous on dit ceci, détruire, c'est très facile, même dans une minute ici, on peut détruire votre station ici. Mais construire maintenant, c'est ça le problème. Donc, la proposition avec la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ça donnait quand même pour nous un souffle, parce qu'il a essayé vraiment d'expliquer, il a demandé à d'autres partis, sont obligés, ce n'est pas une art négociée, sont obligés de vivre avec les peuples autochtones, comme on vivait dans le jadis. Et il a essayé de démontrer, et aux chefs coutumiers, et aux autorités politico-militaires, pour dire que cette population doit être protégée comme les autres. Parce qu'ils font partie de la population congolaise. Et c'est là que nous avons comme piste de solution. Parce que vous voyez, comme je viens de dire, détruire c'est facile. Maintenant, pour l'établissement de la paix, nous les Congolais, nous sommes habitués à cela. L'établissement de la paix n'est pas facile. Depuis que les événements avaient commencé en RDC, nous venons de faire à peu près 2 décennies pour rétablir la paix. Et la situation a duré pendant combien de temps? Jusque-là, la situation a commencé à dégénérer. C'était depuis le mois de mai que la situation a commencé à se dégénérer jusqu'à présent. Maintenant, ce que nous avons mis, un processus de retour des peuples autochtones chez eux. Et parce que le ministre avait interpellé les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les militaires, la police pour dire qu'il faut que ces gens soient sécurisés pour rentrer chez eux. Et le gouverneur aussi a dit, moi je vais mettre toutes les dispositions possibles pour que cette population rentre à leur jouisse de leur jouissance, à ce qui concerne les ressources, les droits, comme tous les autres Congolais. Et c'est ainsi qu'on est en train de réfléchir, on a laissé sur ordre de son Excellence un comité de suivi pour voir comment maintenant suivre le processus de retour des PA dans leurs villages respectifs. Et ce qui m'a beaucoup, vraiment, son Excellence a étonné, il a frappé vraiment la main à la table pour dire attention, tout le monde, la police, la FARDC, les autorités coutumières, politiques et administratives, que dans la constitution du comité de suivi, que chacun joue son rôle égal à égal. Et c'est un comité mixte d'abord? Oui, c'est un comité mixte qu'on va mettre là de sécurité jusqu'à ce qu'on va pour la première fois impliquer même le président provincial des peuples autochtones dans le comité avec ses partisans, eux au niveau provincial, parce que le comité sera à chaque niveau, au niveau provincial, au niveau du territoire et même au niveau des secteurs. Et ce qui était bien, parce qu'il a dit il n'y aura pas comme on le fait, c'est ça que nous sommes victimes, parce qu'il y avait ne fût-ce qu'un son de cloche, il n'y avait que des Bantous seulement qui parlaient. Mais son Excellence a dit que ce soit les Bantous qui sont les commanditaires de troubles, on va les arrêter. Que ce soit si on trouve réellement ce sont des PA qui sont les commanditaires de troubles, on va les arrêter. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues par rapport à ceux-là qui se sont mal comportés? Oui, mais c'est-à-dire, c'est ce que le ministre avait dit, il faut le porter à la justice. Nous avons l'unique institution pour faire ça. On a pu identifier quelques-uns? Mais c'est ça le rôle maintenant du comité que nous avons laissé. Bon, on a des indices, mais il faut maintenant mener une enquête et soit sûr des preuves. Parce qu'on ne fait pas... c'est ce qui engage la vie des humains. Bon, avec les conflits, ça peut être des conflits matériels ou le conflit de partisans, de tels, parce que je ne suis pas de tel parti politique, c'est l'autre qui est de l'autre parti. Pas plus lié au foncier. Voilà. Oui, parce que le nerf des problèmes, c'est pourquoi j'avais même souligné ça.
Et quand je parlais même de la réforme foncière, j'ai dit vraiment, et c'est pourquoi il faut beaucoup s'impliquer dans la réforme, raison pour laquelle la Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la RDC, nous sommes partie prenante pour voir comment nos terres seront sécurisées par la prochaine nouvelle loi sur la loi foncière en République démocratique du Congo. Et ce retour sera-t-il possible? Oui, vous savez qu'avec l'implication, et si on respecte ce que nous appelons les clips, les consentements, parce qu'il ne faut pas dire à quelqu'un de rentrer. On a posé cette question au PA. Ils ont dit non, nous sommes prêts pour rentrer. Mais est-ce que nous sommes assurés par le gouvernement qu'il y a une garantie de retour pour notre survie? C'est ça, ils ont dit nous sommes prêts. Parmi les garanties, qu'est-ce qu'ils ont cité? Mais il faut que le Louzol là soit explicé. Il y a, par exemple, comment ils vont rentrer? Ils ont tout perdu. Tout ça, il faut réunir des moyens pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Voilà. Et que faire pour que cette cohabitation pacifique entre Bantou et Pygmée soit durable? Des pistes de solutions que le ministre avait même dit aux chefs coutumiers, ils ont dit laisser les autochtones libres. S'ils veulent travailler chez vous, vous le payez. Ceux qui veulent faire leur champ, vous les laissez libres. Mais ils vont faire ça où? C'était ça le problème. Et c'est ainsi que le ministre a dit non. S'il a son lopin des terres, laissez-lui travailler chez lui. S'il fait sa chasse, laissez-lui, ce n'est pas dire il faut toujours rétribuer. Cela n'exclut pas la coutume. Si c'est la coutume qui dit, mais qu'on l'éprouve. Voilà, ça est parmi les pistes de solution que l'on a. Comment faire pour que pareille situation ne se reproduise plus? C'est le respect. Le respect de la dignité humaine, c'est tout. C'est ça. Parce que si, comme nous disons, en droit, là où vos droits se limitent, c'est là où les miens commencent. Mais si, ça c'est un, et de deux, comme je viens de dire, si ces chefs-là, parce que vous ne pouvez pas être chef des arbres ou des animaux, vous devez être chef là, de la population. Et pour que ça ne se répète pas, il faut que d'abord on rentre même dans la coutume, ça c'est parmi... Mais c'est la coutume aussi qu'il y a des pesanteurs qui ne favorisent pas aussi aujourd'hui l'épanouissement des pygmées. Non, ce n'est pas la coutume comme telle. Mais c'est quoi? On utilise la coutume abusivement. Moi, je suis un chef coutumier. Mais nulle part on dit que, dans la coutume, que celui-ci n'a pas droit à la terre. Nulle part. Tout le monde a droit à la terre, oui. Mais déjà à l'époque c'était comment? Vous partez, vous attrapiez un gibier, il y avait une partie qui était réservée aux chefs traditionnels. C'était l'égoïsme. C'est comme si quand on privait chez moi par exemple. C'est la coutume qui avait déterminé ça. Les femmes ne mangent pas les gibiers, madame, dans ma coutume. Mais quand nous sommes en Europe, même dans nos bouches, dans des supermarchés ici. On a brisé. On a brisé. Non, c'est-à-dire que nous étions des égoïstes. Toujours nous mangeons, nous les hommes, on préférait la partie là où on sent que ça goûte. Et c'est ça qu'on vous prive. Mais nulle part qu'on avait écrit lors de la coutume que c'est ça. Parce que si c'était ça écrit depuis longtemps, aujourd'hui vous ne devez pas aller dans le supermarché et payer un kilo de gésier et manger ça. Comment on pouvait écrire, d'autant plus que Africains étaient plus accrochés à la tradition orale que écrite? C'était d'abord de la bouche à l'oreille. Oui, c'était comme ça, mais il y a l'évolution. Et puis, il faut savoir que, c'est ce que j'ai dit, même aucune civilisation qui est au-dessus de l'autre, aucune culture qui est supérieure à une autre culture, qui s'étale à une autre. Or, c'est ça que, pour nous, les PA, on a pris maintenant notre culture, nous, on a brisé notre culture pour copier ce que nous appelons l'acculturation culturelle. On a subi l'acculturation. Donc, on nous a imposé une culture qui n'est pas la nôtre. Et c'est ça qui mène tous ces conflits-là. Alors, une autre question, il y a cette loi spécifique en gestation, déjà déposée au niveau de l'Assemblée nationale, et elle n'a même pas encore été adoptée, moins encore promulguée par le chef de l'État. Déjà, elle pose problème, s'il faut voir avec tout ce qu'il y a comme difficulté par rapport à la compréhension avec les chefs coutumiers. Or, oui. Vous les invitez aussi dans différents ateliers. Alors,
à quoi servent ces différentes invitations et comment vous comptez contourner cette entrave? Oui, Bibiche, vous savez qu'il y a ce que nous disons, il y a des gens qui nous appellent les conservateurs. Donc, les conservateurs, il y a quoi? Lui, il pense que le monde n'évolue pas. Moi, je vous dis par exemple mon grand-père, le nom que je portais, Kapoupou. Lui, toute sa vie, le jour qu'il voulait faire jamais se laver. Mais le jour qu'il veut faire tomber la pluie, il met tout simplement, il se lave là-bas. Le jour qu'il se lave, c'est le jour que la pluie va tomber. Oui, pour éviter que le Mouami puisse se déplacer. C'est tout. Et s'il y a des conflits pareils. Et si c'est là pendant 30 jours, vous avez 30 jours de pluie, c'est ça? Lui, si c'est. Oui, oui. Il peut faire tomber la pluie si le chef, donc le Mouami n'a pas donné quelque chose, il commence à le faire ceci. Et lui, moi, étant que visionnaire, vous n'irez pas là où vous allez à Kitambo. Vous allez rester à Bandal toute la journée, même une semaine. Là, il prend l'eau, chaque 5 minutes, il prend même se laver comme ça, il met comme ça, et c'est fini. Et la pluie continue, même à grignoter toute la journée. Et ça ne s'explique pas sur le plan scientifique? Non, mais ça c'est au-dessus, c'est la métaphysique, madame. Oui, et c'est ça que je vous dis que nous avons beaucoup perdu. Et si aujourd'hui, même nous, le PA, ce qui arrive aujourd'hui dans le Tanganyika, c'est parce que le PA ne sont plus, nous ne vivons plus dans notre coquille comme PA. Voilà, tout ça, ce sont des conséquences de la mondialisation, ce sont les conséquences de la modernisation, ce sont les conséquences du christianisme et de la religion. Et on a essayé d'importer. Voilà. Importer, c'est pas mal. Peut-être qu'il fallait voir quoi importer et quoi ne pas importer. Non, quand vous me dites que si je prends les gris-gris, j'ai fait déjà un péché, ça fait quoi? Voilà. Tout ça est que nos chefs coutumiers aussi. Parce qu'avant, nous avions cette symbiose. Lui, il savait ce que moi je possède. Et il savait que si il ose de me toucher, il peut avoir des conséquences néfastes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que les pygmées sont-ils prêts à s'occuper autrement? C'est-à-dire abandonner par exemple les activités champêtres, songer aux études et avoir quand même des grandes visions, accéder à des grandes responsabilités? Mais c'est ça le bien fondé. Mais si nous avons mis à marcher les organisations des peuples autochtones, c'est pour arriver à cela. Donc il faut s'émanciper. Parce que le monde... Sont-ils prêts? Non, c'est question de... Madame, c'est ce que je viens de dire. C'est question de sensibilisation, c'est question de vulgarisation pour leur dire attention. Aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République, vous trouverez les enfants qui portent mon nom. Alors moi, je suis Kivu, mais vous arrivez au Katanga, vous trouvez des Kapoupou, vous arrivez au Kasaï, vous trouvez des Diwa, vous arrivez, chacun prend le nom pour dire que cet enfant puisse avoir les caractéristiques de M. Kapoupou. Voilà. Et là, c'est pour dire non, attention, mon ennemi n'est pas comme ça, il est fort, il est ceci. Et peut-être directement, il peut m'engendrer. Voilà. Et encore une autre question. Qu'est-ce que les pygmées réclament en termes d'infrastructures scolaires et autres? Ce que nous réclamons, parce que l'école est c'est comme nous disons, l'éducation est la base angulaire de tout développement. S'il y avait des lettrés autochtones qui étaient là, vraiment une portion des intellectuels, comme nous le disons, on ne devrait pas arriver à ceci. Mais parce que tout ce qu'on amène... Donc vous êtes le premier intellectuel congolais. Ah oui, c'est ça. Bon, c'est pour cette raison que je dis, s'il y avait des intellectuels, Kabalo, donc là où les événements ont été, on devrait avoir d'abord un échange intellectuel et scientifique. Chacun prouve l'autre, voici. Pourquoi vous dites ça? Voici le texte. Ton père d'ailleurs n'était pas chef. Et là, on a trouvé, c'est parmi les problèmes, le ministre de l'Intérieur, comme il dit, c'était le chef de la délégation. Les chefs coutumiers ont évoqué cela.
comment quelqu'un qui n'est pas dans la lignée. C'est ça que nous sommes en train de perdre beaucoup de valeurs. Quelqu'un qui n'est pas dans la lignée du chef, directement, on le nomme je ne sais où, il devient chef. C'est monsieur pareil. Quelle pitié qu'il peut avoir sur sa population? Non. Parce qu'il n'a pas de caractère, il n'a pas de caractéristiques, il n'a pas de tabous. Pour lui, il ne sait pas quels sont les tabous. Comment un chef doit se comporter. Vous faites allusion à qui? Non, au discours que les chefs coutumiers ont pu dénoncer devant son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Mais le ministre a dit qu'il faut rétablir l'acquis des dos comme chef. Parce que, étant que chef, nous, normalement, c'est difficile qu'un chef touche à un pygmée. C'est difficile. C'est difficile parce que le chef, avec le pygmée, c'est un tout unique. C'est ça. Alors, il y a le ministre de l'Intérieur, moi je l'ai suivi, dire qu'il y a aussi certaines ONG qui instrumentalisent au fait ces pygmées à revendiquer de façon brutale leurs droits, ce qui nous a conduit à cette situation. Oui, certainement, c'est ce que je viens de dire, madame. Parce que, étant que, pour moi, le terme illettré, ça n'existe pas chez moi. Parce que personne qui est illettré, les connaissances qu'il a, il peut vous enseigner tel médicament, tout ça. Ce que son Excellence avait dit, c'est ce que je viens de souligner. S'il y avait une portion d'intellectuels PA, il devrait connaître, ce n'est pas d'abord une loi. Ce n'est pas encore une loi. C'est une proposition, c'est comme un papier. Là, on peut déchirer, on peut faire quoi? Le Parlement peut rejeter ça. Vous voyez? Donc, s'il y avait des intellectuels PA, il devrait dire non, ce n'est pas ça. Donc, elles-mêmes devraient sensibiliser plus. Vous voyez, si aujourd'hui on parle des ONG, c'est parce que les ONG, par exemple, qui sensibilisent, n'étaient pas une ONG créée par et pour les PA. Et c'est ça la différence entre toutes mes organisations qui sont membres de la Ligue de différents niveaux, sont des organisations créées par les peuples autochtones et pour les peuples autochtones. Parce que là, nous avons des réserves. Et là, comme j'avais dit, s'il y avait déjà des intellectuels autochtones, ils devraient dire non, mes chers amis, c'est un peu une loi. Ils devraient même expliquer aux chefs coutumiers pour dire non. Ce qu'on dit là, ce n'est pas encore une loi. Nous devons vivre comme ça. Est-ce qu'ils devraient, au contraire, informer et sensibiliser les chefs coutumiers pour dire non, lors des validations, voici le groupe de chefs coutumiers qui étaient à Kinshasa dans la salle. Voici les chefs coutumiers. Donc, il y a aussi un problème, ceux-là que vous invitez ne font pas le relais des informations que vous leur donnez. Je ne dis pas seulement cela, je dis la transmission des messages. Il y a deux choses. Celui qui transmet et celui qui reçoit. Moi qui reçois, je peux avoir un malentendu pour dire bon, donc je deviens libre comme le vent. Et là, je vais commettre des dégâts. Alors, ce n'était pas ça le message. Alors, une autre question tournant vers la fin. Il y a un tournoi de football qui sera organisé par le gouverneur de la province. Question de consolider CP. Et la cagnotte est de 20 000 $ américains pour l'équipe gagnante. Oui. Pensez-vous que cela va apporter quelque chose? Ça, ce sont des dispositifs donc, dans le cadre, comme vous avez dit, comment chercher cette cohabitation. C'est parmi les démarches. Hein. Quand est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'ils se réunissent de part et d'autre. Maintenant, en faisant le football, s'ils acceptent d'être le nez sur le terrain, d'ailleurs, ça fait déjà un rapprochement. Et c'est parmi donc les démarches comment arriver à cette pacification, à cette cohabitation pacifique. Ce n'est pas dire que c'est ça la solution. Quand il a proposé ça, c'est quand on discutait, oui, tant qu'autorité. Est-ce que les deux parties sont prêtes aussi? C'est ça. Il y avait même, nous avons beaucoup discuté lors du Conseil spécial de sécurité, chercher vraiment des pistes de solutions durables. Et là, et c'est pourquoi je me répète, quand nous étions là, j'avais demandé de savoir quelles sont les causes. Direct. Pas de faits. Chez nous, souvent en République démocratique du Congo, nous avons tendance toujours à attaquer les faits, pas les causes. Et c'est pourquoi les choses se dégénèrent du jour au jour. Mais si une fois on trouve les causes, quelles sont vraiment les causes qui ont mis le poudre sur le fait?
Et là, on aura des solutions tirables. Parce qu'on dira non, qu'est-ce que vous avez besoin, vous les payez. Nous avons besoin de terres. Vous avez besoin de terres. Une fois que vous avez des terres, c'est fini, vous allez vivre encore bien. Ok. Vous, les chefs coutumiers, qu'est-ce que vous voulez? La population, comment vous voulez vivre avec ces gens? S'ils disent non, nous, la cohabitation, c'est impossible. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Exactement, vous terminez par? Et c'est pour dire qu'il faut chercher vraiment des solutions. Il faut attaquer d'abord les causes. Parce que jusque-là, personne qui a déjà cité les causes, nous tâtonnons. Parce que, comme j'avais dit, il y a un son de cloche qu'on attend et l'autre n'a pas encore parlé. C'est le peuple autochtone. Et là, c'est pourquoi nous espérons, avec ce qui va arriver avec les commissions, que la commission va essayer vraiment de chercher les causes pour essayer d'attaquer maintenant, diagnostiquer maintenant le fait et prescrire maintenant les médicaments. Qu'il faut. Voilà. Monsieur Kabou-Poudiwa, nous vous disons merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci aussi. Et je rappelle aux invités que vous venez fraîchement du Katanga, Nord Katanga, dans le district de Tanganyika. Vous avez fait partie de la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et question de palper du doigt la réalité sur le terrain par rapport à cette crise sécuritaire qui a gagné les peuples autochtones pygmées et les Bantous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Bon, alors les gars, vous avez un truc qui est astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son art. C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. En tant qu'agricole, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, trois mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Avant de parcourir l'ossature de ce journal. Elle habille la femme dans toute son originalité et sa splendeur. Vlisco est la seule marque à produire des wax authentiques depuis plus d'un siècle. Dans ce programme, Madame, Messieurs, les contours de cette marque façonnière de style et design emblématique. Nous recevons sur ce plateau Madame Monique Gisquès, directrice de la protection de la marque de groupe Vlisco et directeur gérant Vlisco RDC. Madame, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame. Merci Madame. Pouvez-vous nous présenter Vlisco en quelques mots? Oui, Vlisco, c'est la société qui fabrique le célèbre wax hollandais. Vlisco est avant tout une marque de fabrique et de commerce qui a marqué la mode africaine, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale. Vlisco, wax hollandais, Vlisco, ce sont deux mots souvent que l'on désigne pour parler du wax Vlisco. Et donc, si j'ai bien compris, à l'origine, le wax est une création Vlisco. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, en fait, l'histoire remonte des années 1846,
Le fondateur de Vlisco, ça s'appelait Peter Ventener van Vlissingen. Et M. Van Vlissingen avait créé sa société, son entreprise, qui s'appelait Van Vlissingen & Co. Et l'abrégé Vlisco. Peter Ventener van Vlissingen, en fait, il fabriquait des pagnes, c'est-à-dire de l'étoffe, qu'on appelait le batik. En fait, au départ, c'était pour le marché indonésien. Vous savez, en Indonésie, elle porte un peu le pagne, c'était comme le sari, vous voyez. Mais c'était basé sur une technique spéciale qui était basée sur de la cire. Donc, avec de la cire, ils arrivaient à produire ce tissu qu'on appelait le batik. Le produit quittait la Hollande et contournait l'Afrique pour aller vers l'Indonésie. Et il est arrivé à un moment donné où le gouvernement d'Indonésie ont appliqué l'interdiction à l'importation des batiks pour protéger les industries locales. C'est à ce moment-là que Peter Van Vlissingen a pensé à introduire le marché en Afrique, tout simplement parce que les navires, lorsqu'ils quittaient la Hollande, ils s'arrêtaient, ils accostaient, ils faisaient un stop, un arrêt en Afrique, à la Côte d'Or, en Afrique de l'Ouest, principalement le Ghana. Finalement, c'était une bonne idée parce que le wax nous habille bien, nous femmes africaines, nous congolaises. J'aimerais quand même revenir sur, vous avez présenté, vous avez parlé de l'historique de l'introduction du pagne en Afrique, mais qu'est-ce qui a accompagné les succès du wax en Afrique depuis qu'on connaît le super wax, le wax hollandais, ces succès-là l'accompagnent depuis plus d'un siècle, on peut dire. C'est ça. Eh bien oui, je suis heureuse de vous entendre me poser cette question parce que c'est exactement ce qui fait le succès de Vlisco, c'est l'histoire de Vlisco et comment Vlisco a accompagné notre pays dans son histoire. Vlisco est fortement lié à la vie sociale du consommateur, est fortement lié à sa culture. Elle joue un rôle dans la culture du pays parce que depuis qu'il a été introduit, lorsque le produit arrive dans le marché, il transmet, il dégage, il suscite une émotion de la part du consommateur. Et cette émotion... Et surtout que les femmes sont émotives aussi, celles qui sont les premières consommatrices de Vlisco. Absolument. Et le consommateur, la maman, si vous voulez, elle nomme le pagne, elle le baptise, elle lui donne un nom par rapport à l'événement qu'elle vit, par rapport à la situation culturelle du pays, par rapport même à la situation politique du pays. Elle le baptise, elle lui donne un nom. Et je trouve ça fabuleux parce que, je donne un exemple, nous avons des dessins très célèbres comme celui que je porte, c'est Table Ronde. C'était lors... C'est historique. C'est historique, il a été produit pour la première fois lors de la Table Ronde qu'il y a eu en Belgique, lors des discussions par rapport à la dépendance du pays. Donc la Table Ronde, c'est le dessin que je porte. La maman, lorsqu'elle l'a reçu, c'était l'époque de la Table Ronde. Et directement, elle a baptisé ce dessin Table Ronde. Il y en a d'autres, tels que Mon mari est capable, que l'on connaît. Mon mari est capable, c'est pour dire, regarde, mon mari est capable de m'offrir... De m'acheter un wax. Un wax, oui, et elle en est fière. Il y a plusieurs dessins, tels que L'œil de ma rivale, qui traduit une émotion par rapport à la rivalité entre deux femmes. Et je trouve qu'il est très expressif. Nous avons eu la ceinture du maréchal à l'époque de feu maréchal Mobutu. C'était pour marquer la fierté que le consommateur apportait à son chef à l'époque. Donc il y a eu Ebalé à Zaïre, Bonjour citoyenne, et j'en passe. Donc le pagne Vlisco a une valeur culturelle, elle a une valeur sociopolitique, elle accompagne le pays et les mamans, lors du mariage par exemple, il y a le pagne Kangalopango. Donc quand il est arrivé sur le marché, c'était annoncer les fêtes de mariage. Donc ça veut dire que tous ces pagnes célèbres qui ont un nom racontent une histoire. Pourquoi ne pas parler du patrimoine Vlisco? Oui, en Hollande, nous avons un musée en interne où nous avons pu exposer non